Bonjour à tous, ça y est, la saison de la chasse a débuté, l'occasion d'en débattre et d'en discuter avec mes trois invités aujourd'hui. On s'intéressera aussi à l'élevage des cervidés en particulier avec Antoine Spielmann. Bonjour. Bonjour. Vous êtes éleveur et passionné de cervidés. Vous allez nous expliquer cette passion d'ici quelques instants. Vous avez un parc à Chaiseray, un parc de 6 hectares. Avec nous également Patrick Delory, bonjour. Vous êtes surveillant de la faune et vous représentez le canton de Vaud sur cette table. Et avec nous également Raymond Bourguignon, bonjour à vous. Vous êtes le président de la section Nyon de la Diana vaudoise. Vous représentez donc naturellement les chasseurs. Et je vais commencer avec vous d'expliquer, c'est aussi une passion pour vous naturellement. Et je crois que pour vous, ça a commencé déjà tout petit. Oui, comme on dit, je suis un peu tombé dans la marmite, dans le sens que mon père chassait. Et puis il a su nous passer cette passion. Et c'est vrai que depuis tout petit, j'ai la chance de pouvoir parcourir notre belle nature. Et non seulement avec mon père par le passé, mais actuellement avec mes deux frères. Et puis mon fils. Et puis maintenant, petit à petit, les petits-enfants s'y mettent aussi. Donc c'est une vraie tradition familiale. C'est une tradition familiale, exactement. Qu'est-ce qui vous plaît dans la pratique de la chasse ? Alors, je crois que c'est un ensemble, dans le sens que, d'abord, c'est être dans la nature. Ça, c'est une des premières choses. Et puis, ensuite, c'est de voir, par rapport à la chasse, le travail que les chiens peuvent faire, voir aussi le partage qu'on peut avoir avec certaines personnes, même des promeneurs, des champignonistes et autres, leur expliquer un petit peu notre passion. Et je crois que c'est ça qui fait un peu notre leitmotiv d'être dans cette belle nature vaudoise. Et un autre passionné, je disais, c'est vous, Antoine Spielmann, éleveur de cervidés. Vous avez 20 biches, 3 mâles, dont le fameux Domino. C'est une belle histoire, l'histoire de ce mâle Domino. Domino, c'est une histoire de Walt Disney. C'est un petit enfant qui a été ramené malheureusement par des personnes qui connaissent mal la nature parce qu'ils pensaient qu'il avait perdu sa maman, ce qui arrive quasiment jamais chez les cerfs. Et on m'a demandé de le reprendre au moment où je construisais mon parc. On m'a demandé de le reprendre, mais malheureusement, je ne pouvais pas tout de suite le prendre. Et on me l'a ramené à ce moment-là quasiment comme un chien à la laisse. Et un cerf apprivoisé est très, très difficile à gérer. Et grâce à plusieurs personnes, on a pu le dominer. J'ai pris 2 mâles avec... normalement, il y a un seul mâle suffit pour un parc comme ça. J'en ai 2. Comme ça, il y en a toujours 3 qui doivent se surveiller entre eux. Et nous venons de passer le 3e brame qui s'est très bien passé. Ils se surveillent entre eux. Ils se bagarrent pas vraiment. Mais ça se passe extrêmement bien. En quoi est-ce que vous êtes passionné par les cervidés? C'est un animal extrêmement mal connu. Il suffit de regarder, la plupart des personnes appellent ça des chevreuils encore, malgré qu'il n'y a que 5 ou 6 ongulés dans notre pays. C'est le plus grand, c'est majestueux. Les bois tombent chaque année, ils peuvent peser jusqu'à 12 kilos et ils repoussent en 6 mois. Et c'est très puissant. Et c'est extrêmement puissant, et ça vit en communauté, et ça se gère extrêmement bien. Ça fait malheureusement beaucoup de dégâts dans les forêts, les forestiers ne l'aiment pas du tout. Et c'est un animal qui doit être géré par la chasse. Sans la chasse, il n'existerait pas, cet animal. Alors justement, Patrick Delory, comment expliquer que sans la chasse, cet animal n'existerait pas? Il n'existerait pas, disons, c'est que les chasseurs sont là aussi pour régulariser cet animal-là. Il faut dire les forestiers se plaignent beaucoup de cet animal, surtout parce qu'il fait beaucoup de dégâts, comme a dit M. Spielmann. Donc, vu que le taux d'accroissement est de 30%, donc il prolifère assez rapidement. Donc, ça veut dire s'il n'y avait pas de chasse, il n'y a pas assez de prédateurs actuellement pour... donc, c'est le loup qui va après le cerf actuellement. Il y a une question de régulation des espèces. Oui, exactement. Donc, il faut quand même des chasseurs qui puissent quand même diminuer cette espèce-là. Parce que le loup, il s'est implanté à présent dans le Jura vaudois. Il y a en tout cas 2 loups sûrs. On a pu les suivre grâce à l'ADN aussi quand il vient à tuer des proies. Donc voilà, c'est cette raison-là pour que le cerf, il est bien présent chez nous. Il ne faut pas oublier qu'au début du siècle, il a disparu totalement. Et puis à présent, il est bien, il occupe bien présent au Jura, aux Alpes et dans la plaine. Raymond Bourguignon, si moi je souhaite me lancer dans l'activité de la chasse, parce que c'est pas donné à tout le monde, il y a quand même des questions de sécurité très importantes. Quelle est la formation qui est prévue dans ces cas-là? Alors, actuellement, donc, les personnes qui voudraient éventuellement devenir chasseurs,
Ce qui est important, c'est d'abord de s'inscrire, et ceci d'ici le 30 novembre 2017. Ah, c'est bientôt, oui. Donc il y a une limite par rapport à ça. Et suite à cette inscription, donc, ces personnes vont pouvoir recevoir des informations, être convoquées, qu'on leur explique exactement la formation qu'ils doivent suivre. Et entre autres, le cursus au niveau de cette formation, qui est organisé par la FSVD, donc la Fédération des sections vaudoises de l'Algernien, crée un certain nombre de cours. Et ça, c'est à peu près, donc, il faut considérer à peu près un investissement de 30 soirées, où on va parler des oiseaux de nos forêts et de nos lacs, on va parler des mammifères, on va parler des armes. On passe un examen. Ces réglementations, etc. Donc il y a un nombre de sujets considérables, et à la fin de cette formation, qui peut être sur une année ou 2 ans, en fonction de la disponibilité des gens, parce qu'il est clair que c'est quand même beaucoup d'investissement, il y a un examen qui est passé et qui est donc sous l'égide de l'État de Vaud, c'est-à-dire que c'est eux qui font passer cet examen, aussi bien examen de tir que examen donc général de connaissance au niveau de la législation, de l'éthique, etc., etc. Est-ce que, Patrick Delory, une fois qu'on a ce permis, on l'a à vie? Oui, depuis peu, on a envie d'un canton de Vaud, pas sur le plan national. Certains cantons, oui, il y a des concordats qui se font avec le canton de Vaud. Comment on explique ce changement? Ce changement de... Le fait que ce permis soit à vie aujourd'hui dans le canton de Vaud. Oui, parce que la plupart des permis, après, comme le permis de voiture et bien d'autres permis, c'est à vie. Donc le canton de Vaud a décidé comme quoi ce serait aussi à vie. Et quels sont les garde-fous parce qu'on ne peut pas mettre une arme dans les mains entre les mains de n'importe qui. Est-ce qu'il y a des garde-fous? Lesquels? Disons, c'est que le permis de chasse vaudois est assez sévère, hein, donc il y a des examens de tir qui doivent se faire. Donc les candidats chasseurs doivent réussir ce permis, le tir aussi, plus la théorie, et ensuite, tous les 5 ans, les chasseurs doivent faire un tir périodique. Il y a 3 disciplines où ils doivent réussir les tirs. S'ils ne réussissent pas, ils doivent refaire une fois, après les chasseurs réussissent. Et oui, vous voulez réagir, M. Spielmann? Il y a un point que j'aimerais juste, sur lequel j'aimerais insister. On parle toujours d'armes et de tir lorsqu'on parle de chasse. Moi-même, j'ai eu la chance de passer mon examen en revenant de l'étranger en 2001. Je chasse donc sur le canton de Vaud maintenant depuis 2003. Et j'ai tiré dans la nature en tant que chasseur 3 fois. Si je compte le nombre de jours que j'ai passé dans la forêt pour m'occuper de l'habitat des animaux, je ne peux pas les compter. Donc je crois que c'est extrêmement important de parler, de ne pas toujours assimiler armes, chasse, tir, chasse. C'est extrêmement important d'assimiler le principe, et surtout dans le canton de Vaud, surtout en Suisse, l'aspect d'entretien de la nature que le chasseur fait. C'est vraiment, vraiment important, parce qu'on ne le réalise pas assez. Et qu'est-ce que vous répondez à un certain nombre de gens dans la population qui ne comprennent absolument pas cette tradition, qui disent qu'il faut l'arrêter? Il y a une souffrance qui est faite à l'animal. Alors, il est très clair que la réponse est absolument, pour moi, claire comme d'autres sources. Il n'y a pas d'animaux dans la nature s'il n'y a pas de chasse. On a la preuve aujourd'hui à Genève. Aujourd'hui, il se tire plusieurs centaines de sangliers chaque année par des gardes professionnels. La chasse est interdite dans le canton de Où Genève. la chasse est interdite. Le Kenya, on a interdit la chasse plus ou moins en même temps que sur Genève. En dehors des parcs naturels, il n'y a plus d'animaux. Allez expliquer à l'agriculteur kenyan qui se fait dévaster ses vaches par des léopards que le léopard ne peut pas être empoisonné parce qu'on ne le tue pas, parce qu'il vient dévaster son bétail. Extrêmement important. Aujourd'hui, à notre époque, la faune doit être régulée, et pour réguler, ça coûte cher, et on doit le faire, et ça doit être des gens qui s'y connaissent. Et la Suisse, et aussi inclus le canton de Vaud, est au monde probablement le pays qui est le mieux organisé de ce côté-là. Pourquoi? Parce que le droit de chasse appartient à l'État. Très important. Ce qui n'est pas le cas ailleurs. Ce qui est très peu de pays communistes, Pologne, etc. Oui, le droit de chasse appartient à l'État. Et là, à ce moment-là, c'est que de gens extrêmement raisonnables qui sont lâchés dans la forêt pour gérer cette faune, avec des examens extrêmement compliqués. Et ça, je crois que c'est vraiment, il faut insister ça, et surtout aux Antilles qui se battent contre ce système en Suisse, parce que vraiment, on a un système en Suisse qui fonctionne très très bien. Le but de la chasse, au-delà, ça a été dit, hein, évidemment, de l'aspect lié à la nature, de la compréhension de la nature, de la régulation des espèces,
pardonnez-moi de cette question, messieurs, mais la viande, on en fait quoi une fois qu'elle est chassée? Monsieur Bourguignon. C'est une excellente question. Alors, il est vrai que malheureusement, les citoyens ne peuvent pas trop en bénéficier parce que, comme Antoine vient de l'expliquer, en définitive, le nombre de jours que nous passons dans la nature et le nombre de bêtes que nous tirons est extrêmement limité. Du reste, il y a des réglementations très strictes qui sont faites à ce sujet-là, avec des comptages à certaines époques, de manière à savoir quel va être le plan de tir et comment il va être effectué. Donc les bêtes, ça c'est une parenthèse que je fais, mais naturellement que les bêtes que nous avons la chance de pouvoir prélever dans nos belles forêts, c'est des bêtes qu'on va partager en famille, qu'on va partager avec des amis et qui, malheureusement, ne pourront pas être à monsieur et madame tout le monde. Et que dans les restaurants, il est vrai que, malheureusement, on pourra plus goûter de la viande de chasse qui vient des pays de l'Est. Alors justement, à ce sujet-là, Antoine Spielmann, ça c'est un de vos chevaux de bataille. Vous êtes très sensible à la question de l'agriculture de proximité, où vous faites de la vente directe, et vous avez un message à faire passer aux restaurateurs. Aux restaurateurs et à beaucoup de magasins. Je suis quelqu'un qui se fera rire beaucoup de gens à la télévision, mais qui aime les animaux plus que n'importe qui. Et je ne peux pas m'imaginer et je ne peux pas supporter des animaux qui se font transporter ou de la viande qui se fait transporter à travers le monde. Et d'où une des raisons pour laquelle j'ai fait cet élevage, parce que ça supporte énormément l'agriculture de proximité. Une fois de plus, notre pays est très très bien organisé. Nos vaches passent l'été à l'alpage. Nous avons d'extrêmement bonne viande au niveau bétail. Et aujourd'hui, la chasse suisse, vous ne la trouvez que dans extrêmement peu de restaurants. Moi, à mon avis, j'en connais un seul. Donc, ce n'est pas forcément lié au fait qu'il y a peu de viande? C'est pas ça l'explication? Ça provient du fait qu'aujourd'hui, oui, probablement parce qu'il y a très très peu de viande, il se tire peu d'animaux chez nous, mais la population est très dense. Mais par exemple, dans le cas de mes cerfs, que je n'ai pas envie de vendre comme de la viande de chasse, je le précise, mais par contre comme de la viande d'élevage, pour ce qui en est, j'en ai très peu. Qu'est-ce que ça change, pardonnez-moi? Parce que c'est pas vraiment de la chasse, c'est des animaux qui sont des animaux d'élevage. Il faut faire la différence. C'est des animaux qui, si on ouvre les clôtures, ils ne partiront pas, ils ne sortiront pas. Les clôtures sont là pour empêcher des sauvages de rentrer plutôt que mes animaux de sortir. C'est le canton qui m'impose les grandes clôtures pareilles, mais c'est vraiment pour empêcher les sauvages de rentrer. Du reste, avec la tempête, mes clôtures ont été arrachées et mes cerfs ne sont pas sortis. Ils ont préféré manger les feuilles des arbres qui étaient tombées dans le parc. Mais je crois qu'aujourd'hui, faites attention, lorsque vous mangez votre chasse, vous mangez de la chasse qui est importée de Nouvelle-Zélande, d'Autriche, et encore, ça c'est vraiment de la viande d'élevage de l'étranger. Donc, je préfère qu'on mange de la viande d'élevage. Il y en a très peu en Suisse, encore une fois. Ça se vend en général direct depuis la ferme, c'est de la viande directe. Il y a très peu d'éleveurs en Suisse. Mais voilà, essayez d'être conscient de ne pas trop manger de viande, mais manger de la viande de proximité. Patrick Delory, monsieur et madame tout le monde, est-ce que je peux, moi, aller voir monsieur Bourguignon et lui dire allez, je vous achète 200 grammes, 500 grammes. Est-ce que c'est légal? Je peux le faire? Oui, bien sûr, si le chasseur est d'accord. Simplement, c'est que s'il tire un sanglier, il doit faire l'analyse des trichines. Donc, c'est un parasite qui va dans le muscle d'animal. Donc là, il n'a pas rien de le faire, le chasseur, mais c'est pour sa propre consommation. Dès qu'il vient vous vendre une partie, il doit, l'acheteur doit s'assurer qu'il a fait l'analyse des trichines. Autrement, chevreuil, cerf, il peut, bien sûr. Oui. Puis alors, une chose qui arrive assez régulièrement, malheureusement, c'est quand on est en voiture, par exemple, de renverser un cervidé. Là, dans les faits, est-ce que moi, je pourrais prendre cette viande puis l'amener chez moi et la consommer? Oui, donc il n'y a pas que le cervidé, il y a aussi le lièvre, chevreuil, donc cerf ou sanglier. Tous ces animaux-là que le conducteur peut avoir s'il est responsable de l'accident. Pour ça, il doit s'annoncer au poste de gendarmerie ou à un surveillant de la faune. Et puis, il y a un rapport qui est fait. Et puis là, il peut garder l'animal gratuitement. S'il ne le veut pas, l'animal est cédé à l'État. Donc, le gendarme qui est sur place ou le surveillant de la faune peut le vendre à quelqu'un. Ça, c'est où il y a un prix forfaitaire. Comme le chevreuil, c'est 80 francs, par exemple. Sanglier, c'est 150 francs. La bête? La bête, oui. Okay. Elle peut être peu abîmée ou bien... Mais on est d'accord que les prix sur le marché sont très loin de ce qu'on dit là. Ah bah oui. Et j'insiste bien, si vous permettez, si le conducteur ne s'identifie pas,
nous devons incinérer l'animal. Nous n'avons pas le droit de vendre. Donc, sachez bien que le conducteur n'est jamais responsable, l'assurance ne va jamais se retourner contre lui, mais il doit s'identifier afin que, il puisse garder l'animal ou l'État puisse le vendre. S'il est non identifié, c'est-à-dire s'il continue sa route sans s'identifier, l'animal devra être incinéré. Ou bien, nous, ce qu'on fait de la région, il y en a certains aux eaux de la Garenne, on amène les cervidés aux eaux de la Garenne. Comme ça profite aussi pour les loups et les lynx, enfin les carnassiers. Vraiment brillant. Je crois que ce qui est important aussi de souligner, c'est que dans le cadre de la formation des chasseurs, donc il y a des cours par rapport aux maladies du gibier. Le fait aussi, quand on fait des éviscérations sur place, dans la forêt, etc., de pouvoir reconnaître par rapport aux organes des choses qui sont anormales. Et il est clair que s'il y a des soupçons, soit on fait venir le vétérinaire cantonal ou un garde-faune qui, eux-mêmes, vont analyser la bête pour voir si elle est comestible ou pas. Donc nous-mêmes, on est quand même très attentifs par rapport à ça, puisque nous mangeons ce gibier. Naturellement, on l'imagine. Une dernière chose, Patrick Delory, peut-être en termes de chiffres, est-ce qu'on a des chiffres sur le nombre de bêtes qui sont abattues dans le canton de Vaud, ou au moins sur la proportion de bêtes abattues sur l'ensemble de la population d'une espèce? Dans le canton de Vaud, je parle 2016, parce que 2017 est en cours. Bien sûr. Donc 2016, il y a eu 600 sangliers d'abattus, il y a eu aussi 200 chamois, il y a eu 1700 chevreuils, et puis 125 cerfs exactement. Donc tout ça, canton de Vaud, Jura, Alpes, Plateau. Est-ce que chaque chasseur a un quota, une limite, ou pas forcément? Certaines espèces, oui, comme le cerf, comme le chevreuil, le lièvre, le chamois, mais le sanglier, c'est libre. Oui. Et la chasse a débuté, vous me le disiez, c'était tout début septembre. Septembre, oui, exactement. Ouais. Et bien sûr, c'est pour ça qu'on le retrouve dans nos assiettes actuellement. D'ailleurs, pardonnez-moi, mais ça donne un petit peu faim de discuter de tout ça, effectivement, et puis de parler de la chasse et de cette passion. Effectivement, on l'a bien compris, de la nécessité aussi de réguler les espèces. On arrive au terme de l'émission. Messieurs, merci beaucoup pour votre participation à cette discussion. Merci à vous pour votre fidélité. J'aurai le plaisir de vous retrouver la semaine prochaine pour un nouveau débat. J'en profite au nom de toute l'équipe d'NRTV pour souhaiter tous nos vœux de prompt rétablissement à Rodolphe NR, que vous retrouverez prochainement sur l'antenne de NRTV. À la semaine prochaine et bonne suite de programme. À bientôt.